Je me trouve à l'emplacement d'un ancien site celtique, et pas n'importe lequel, l'un des plus énigmatiques d'Europe. Ici, il y a plus de 2000 ans, se sont produits des événements macabres, des rituels, qui ont fait couler beaucoup d'encre chez les archéologues et qui, à ce jour, n'ont été retrouvés nulle part dans l'ensemble du monde celtique. Bienvenue dans ce nouveau documentaire. Nous sommes à Rippemont-sur-Ancre. En apparence, c'est un paisible village du nord de la France, mais ce fut aussi le théâtre d'un épisode macabre de l'histoire des Celtes. Un épisode dont vous n'avez peut-être jamais entendu parler et qui pourtant a été révélé par l'archéologie. Et c'est dans les années 1960 que l'histoire commence. Roger Agache, le précurseur de l'archéologie aérienne, découvre un site à Rippemont-sur-Ancre. De loin, ça ressemble à un vaste domaine paysan romain, mais c'est un sanctuaire entouré d'une vaste agglomération qui se révèle petit à petit aux archéologues. Les fouilles se poursuivent et sous le temple romain, à peu près à 1,30 m de profondeur, pas très loin de là où je me trouve, on tombe sur des éléments étranges. En effet, Jean-Louis Cadou découvre un immense fossé gaulois. Un fossé de 3 mètres de large sur 3 mètres de profondeur. C'est gigantesque. Jean-Louis Cadou suspecte un fossé rituel, mais pendant 10 ans, il ne va pas chercher à en savoir plus. Il est alors trop occupé par les vestiges romains qui sont par-dessus les vestiges gaulois. Jusqu'à ce qu'en 1982, il découvre ceci. On pourrait croire à un vulgaire tas d'ossements, mais il s'agit en fait d'une construction. Une construction réalisée avec des os humains. Bien qu'elle soit en partie effondrée, la structure révèle une base carrée, avec au centre un espace vide. Faute de mieux, la structure est baptisée ossuaire. Cette découverte, c'est finalement celle qui fait entrer le site de Rippemont-sur-Ancre dans l'histoire, puisque c'est du jamais vu, on ne comprend pas cette structure, et elle suscite l'intérêt de la communauté scientifique. Et à partir de là, les découvertes bizarres vont s'enchaîner. Tout d'abord, le fossé rituel se révèle être un gigantesque enclos, un enclos quadrangulaire. Partout, il y a des os humains, à l'intérieur comme à l'extérieur, et au centre de l'enclos, le sol apparaît étrangement remué, comme si quelque chose de particulier s'était passé au centre de l'espace. Mais le plus surprenant attend les archéologues à l'extérieur de l'enceinte. Donc actuellement, c'est par là-bas dans le maïs. Cette découverte n'est autre qu'un gigantesque amoncellement d'ossements humains sur plus de 20 mètres carrés et une quarantaine de centimètres d'épaisseur. Là encore, faute de mieux, les fouilleurs baptisent la structure charnier. Et finalement, la dernière grande découverte a lieu dans les années 90. Les archéologues Jean-Louis Bruno et Gérard Fercoq du Leslet, qui ont pris la tête des opérations, découvrent un deuxième enclos, au sud. Cet enclos-là n'était pas délimité par un fossé mais par une palissade et possède un tracé circulaire, disons curviligne. À l'intérieur de cet enclos semblent s'être tenues des activités spécifiques, différentes de l'enclos quadrangulaire, mais là encore, des os humains traînaient un peu partout. Au total, 22 445 ossements humains auront été découverts, ce qui soulève évidemment tout un tas de questions. Qui étaient ces gens? Qu'est-ce qu'on leur a fait? Pourquoi se sont-ils retrouvés ici à Rippemont-sur-Ancre? Eh bien, c'est ce que je vais vous raconter aujourd'hui. Rippemont-sur-Ancre. De tous les sites gaulois passés en revue lors de mes études d'archéologie, c'est probablement celui qui m'a le plus marqué. Et pour vous le présenter aujourd'hui, je ne serai pas seul. Bonjour Gilles. Bonjour Thomas. Merci de me recevoir au centre archéologique de Rippemont-sur-Ancre, c'est un plaisir. Est-ce que je peux te demander de te présenter rapidement? Alors je m'appelle Gilles Prilot, je suis archéologue et je dirige le centre archéologique de Rippemont-sur-Ancre depuis 2018. Le centre archéologique de Rippemont-sur-Ancre. C'est là que sont préservés la plupart des vestiges du département de la Somme. Et bien sûr, les vestiges de Rippemont-sur-Ancre. Difficile de rêver mieux pour vous présenter le site. Et justement, Gilles nous a préparé de quoi retracer toute l'enquête. Bah écoute, on va rentrer dans le vif du sujet. Rippemont-sur-Ancre, on a 22 000 ossements humains. On n'a pas 22 000 personnes. Au terme de l'étude de ces presque 23 000 ossements, on a pu déterminer qu'il y avait
à minima 500 individus qui étaient représentés. Alors, il pouvait y en avoir beaucoup plus, mais en tout cas, à minima, 500 personnes qui sont représentées. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le nombre minimum d'individus. On peut se baser sur le bras droit. On regarde combien il y a de bras droits et on sait qu'il y a au moins autant de personnes que de bras droits. C'est ça la méthode, en fait. Exactement. Et en l'occurrence, on a pris les fémurs droits. Alors, qui étaient ces gens? Des hommes? Des femmes? Plutôt jeunes? Âgés? Eh bien, bonne nouvelle, les archéoanthropologues ont pu répondre. Et surprise, il ne s'agissait pas d'une population normale. Cela dit, bien avant d'arriver à ce résultat qui a demandé des études, une autre question se posait dès la fouille archéologique. Qu'est-ce qui est arrivé à ces gens? Parce que, sur le terrain déjà, on pouvait repérer des traces sur leurs os. On est quasiment devant une scène de crime. On va pouvoir essayer de faire parler ces traces en les examinant. Alors, je t'invite par exemple à essayer de t'approcher de cet os et de pouvoir le prendre et essaye de voir ce qui a pu interpeller les anthropologues lorsqu'ils ont découvert cet os. Alors... Évidemment, je connais le site et j'ai donc une petite idée de ce que je vais pouvoir observer. Mais je ne connais pas par cœur pour autant les 296 ossements qui ont livré des traces. Alors, voyons ce qu'il en est. Donc c'est une clavicule gauche, c'est ça, hein? Tout à fait. On est sur cette partie du corps. Bon, alors le premier truc que je vois, c'est juste ici. Il y a un choc qui est venu comme ça, peut-être, c'est ça? Choc qui est venu comme ça. Bah, écoute, tu as dit l'essentiel. Ce coup donc a sectionné la partie supérieure de la clavicule et une esquille osseuse s'est détachée. C'est un coup d'épée, un coup d'épée de taille. Ce coup d'épée a-t-il été mortel? On le verra plus tard. D'abord, précisons que ce coup d'épée n'est pas isolé, puisque l'anthropologue Jannick Ricard, qui a réalisé toute l'étude des os, a retrouvé ce genre de stigmates sur d'autres individus et d'autres parties du corps, notamment ce fémur. On a l'impression qu'il y a une cassure qui n'est pas récente parce que c'est assez sombre au niveau de la couleur de l'os. Est-ce que c'est ça? Est-ce qu'il y a un coup ici? Okay. Exactement. Donc on a un coup qui est venu taper dans le haut de la cuisse, enfin la fesse, quoi, comme ça, là, bam. Les anthropologues ont précisé quand même que le coup va porter plutôt à l'arrière. D'accord. On est plutôt dans le fessier. Dans le fessier. C'est le coup d'épée qui a été retenu par les anthropologues ici. Ce coup d'épée, comme d'ailleurs le précédent sur la clavicule, n'est pas un coup mortel en soi. Cela dit, il n'y a pas de trace de cicatrisation sur ses os, donc la mort est survenue peu de temps après. En tout cas, ces coups esquissent une ambiance guerrière. Ambiance renforcée par deux éléments, à commencer par la question des têtes. À peine 21 morceaux de crâne ont été retrouvés sur le site. 21 morceaux de crâne, ça fait très peu pour 500 personnes. Autrement dit, les têtes ont disparu, et on peut même être plus précis, les têtes ont été prélevées. Les indices reposent sur la découverte de très nombreuses vertèbres qui portent des traces de découpe. L'information importante, c'est ça, c'est qu'on est venu prélever des têtes sur des individus qui étaient morts. Aux ennemis tombés, ils coupent la tête. Voilà ce dont témoignent plusieurs auteurs antiques. Les Celtes, nous disent les auteurs grecs, ou les Gaulois, nous disent les auteurs romains, coupent les têtes des guerriers vaincus, en guise de trophée. Les aristocrates celtes donnent une très grande valeur à ces têtes prélevées, qu'ils ont prélevées eux-mêmes sur le combat, en les enduisant d'huile de cèdre, et ils prennent beaucoup de fierté, beaucoup de plaisir à montrer ces prises de guerre à leurs prestigieux invités. Ces têtes prélevées à même le champ de bataille sont le trophée de guerre par excellence pour les guerriers celtes. C'est un peu le trophée que tous les guerriers cherchaient à ramener chez eux. Alors, comme nos individus de Rimont-sur-Ancre semblent avoir été décapités, pourrait-il s'agir de guerriers vaincus? Des guerriers qui auraient été vaincus par des Celtes, justement, et qui auraient été décapités à l'issue d'une bataille. La question se pose, et pour en savoir plus, les anthropologues se sont attachés à dresser le profil de ces personnes. Verdict, il s'avère que la plupart d'entre eux avaient entre 20 et 40 ans, donc on a affaire à une population dans la fleur de l'âge.
Il s'avère également que leurs insertions musculaires étaient marquées, ces gens étaient puissants, entraînés. Et enfin, cerise sur le gâteau, les os du bassin, utilisés pour estimer le sexe, donnent des résultats indéterminés ou probablement masculins. On a donc vraisemblablement des hommes, puissants, jeunes, entraînés. Il pourrait bien s'agir de guerriers. D'autant que ce n'est pas tout, il y a les armes. Le site de Rimont-sur-Ancre représente le plus grand corpus d'armes celtiques de toute l'Europe actuellement. Il y a plus de 4100 armes qui ont été découvertes sur le site. Pointe de lance, partie centrale des boucliers, épée. Il y a des centaines d'armes. Le spécialiste Thierry Lejar s'est aperçu de quelque chose de très intéressant d'ailleurs. La grande majorité de ces armes datent de la même période, la Tène C1b. Cette période, la Tène C1b, est un court intervalle d'une trentaine d'années qui se situe à la fin du IIIe siècle. IIIe siècle avant notre ère évidemment, toutes les dates que je vais donner dans cet épisode sont sous-entendues avant notre ère. Bref, une telle quantité d'armes pour une période finalement assez restreinte suggère soit une énorme bataille à la Tène C1b, soit plusieurs batailles, mais dans un temps assez court. En tout cas, pour faire simple, un événement guerrier. Reste à savoir quelles étaient les forces en présence. Ces armes nous apprennent de ces guerriers qu'ils sont celtes. Est-ce que grâce à ces armes, on va pouvoir rétrécir la focale et déterminer de où provenaient ces guerriers celtes morts à Rimont-sur-Ancre? Non, on ne peut pas être aussi précis. En revanche, on a découvert à Rimont-sur-Ancre d'autres éléments qui nous permettent de proposer une aire géographique d'où provenaient ces individus et ces armes. Et oui, on pense savoir qui étaient ces gens, on pense savoir d'où ils venaient. Mais avant d'en arriver à ce point très intéressant, il faut quand même s'attaquer à un problème plus pressant, celui de la nature du site. Parce que malgré les armes, les cadavres, les os, il est évident que ce n'est pas un champ de bataille. Il y a au contraire des aménagements, des structures, des constructions. Alors quelle est la vocation de ce site ? Une question se pose inévitablement. S'agit-il d'un étrange sanctuaire gaulois ? Lorsque Jean-Louis Cadou découvre pour la première fois le fossé gaulois sous le temple romain, il envisage quelque chose de rituel. Mais on est à ce moment au début des années 70 et l'hypothèse d'un sanctuaire gaulois à proprement parler paraît incongrue. Faut bien se replacer dans le contexte de l'époque. À ce moment-là, on imagine plutôt que les Celtes honoraient leurs dieux dans la nature, près des sources, dans les forêts, etc. En fait, il faudra attendre une grande découverte pour complètement bousculer cette vision des choses. Il y a un site qui va être un déclencheur, un site qui se situe dans le département de l'Oise, à Gournay-sur-Aronde. Et là, on va découvrir pour la première fois un ensemble structuré qui va livrer des restes humains, des armes mutilées, des ossements d'animaux. C'est la preuve pour la première fois que les Gaulois ont des sanctuaires construits. Les Gaulois avaient des sanctuaires architecturés. C'est à l'archéologue Jean-Louis Bruno qu'on doit cette grande découverte. Et voilà comment il restitue le sanctuaire de Gournay qu'il a fouillé à la Tène C1b. Derrière une palissade et un double fossé, un ensemble de fosses, de cavités, ont été creusées dans le sol. Tandis que les cavités périphériques auraient servi à accueillir des poteaux soutenant un bâtiment, la cavité centrale aurait par contre servi de réceptacle au sacrifice. En effet, c'est une cavité dans laquelle on serait venu déverser le sang des bœufs sacrifiés et même leurs carcasses, afin que ces carcasses se décomposent et ce faisant nourrissent les dieux souterrains, les dieux chtoniens. En somme, cette fosse est interprétée comme un type d'autel particulier qu'on appelle autel creux. Cette hypothèse a longtemps été la seule dans la littérature scientifique, mais tout récemment, l'archéologue Mathieu Pou a proposé une autre piste très intéressante. Il voit plutôt dans cette fosse l'emplacement d'une statue de culte, en bois. Gournay-sur-Aronde va être le site qui va donner le modèle, c'est-à-dire voilà à quoi peut ressembler un sanctuaire celte vers le IIIe siècle avant notre ère. Et on va se souvenir qu'à Rimont-sur-Ancre, Jean-Louis Cadou avait signalé la présence d'un enclos avec des ossements. C'est ça qui va faire revenir les archéologues sur ce niveau-là de Rimont-sur-Ancre.
Et les archéologues vont revenir avec une grande question en tête. S'agit-il d'un sanctuaire? La réponse n'est pas si simple. À Ribemont, il n'y a pas un, mais 2 enclos, et il ne semble pas y avoir de bâtiment au centre de l'enclos quadrangulaire, celui qui ressemble à Gournay. La seule chose qu'il y avait au centre de cet enclos, c'est un bosquet, des arbres. En effet, si les archéologues ont trouvé le sol particulièrement perturbé, remué à cet endroit, c'est parce que l'activité des racines a été intense dans le passé. Cette présence d'arbres n'est pas anodine, et il pourrait bien s'agir d'un bois sacré. Les bois sacrés sont attestés chez les Grecs et les Romains. On les considérait comme la demeure de divinités. Alors il ne faut pas imaginer de vastes forêts impénétrables. Les bois sacrés étaient plutôt des groupements d'arbres bien entretenus, voire plantés de façon tout à fait artificielle, et pouvant être associés à des constructions. Temples, portiques, hôtels, etc. Chez les Gaulois, l'existence de bois sacrés est attestée par les textes, et le site de Ribemont pourrait en être une manifestation. Cependant, il y a un élément quand même assez troublant. Aucune trace de sacrifice, aucune trace d'offrande animale n'a été découverte à proximité du bois sacré. Pour trouver des offrandes à un dieu, il faut se tourner vers l'autre enclos. Cet enclos, donc curviligne, disons grosso modo un peu arrondi, d'abord il n'a pas été fouillé dans son intégralité. Ça c'est important, il nous manque quand même La moitié, complète. La moitié, c'est pas rien. Hein. De ce qu'on en sait, à l'intérieur de cet enclos, il n'y a quasiment pas de structure. On va trouver essentiellement 2 structures principales, 2 fosses. Une fosse de grande dimension qui pourrait rappeler les hôtels creux que l'on a déjà mis en évidence sur des sanctuaires de type Gournay, et un foyer. Voilà un petit peu ce qu'on va trouver à l'intérieur de cet enclos curviligne. Cette fameuse fosse, qui était peut-être d'ailleurs une simple poubelle, a justement livré des os d'animaux. On trouve du bœuf, du porc, du mouton, autant d'animaux qui semblent avoir été sacrifiés. Ensuite, après les sacrifices, ces animaux ont dû passer sur le foyer pour être cuits et consommés au cours de banquets. En tout cas, le rite du sacrifice est bien attesté à Ribemont-sur-Ancre. Et c'est effectivement un point commun avec le sanctuaire de Gournay. Cependant, là où les 2 sites se révèlent tout à fait différents, c'est avec les armes et les restes humains. Là, on entre dans la partie spectaculaire du dossier. Les armes ne sont pas rares sur les sanctuaires gaulois. Elles sont généralement interprétées comme des trophées pris sur l'ennemi et consacrés aux divinités. Par contre, ces armes qu'on retrouve couramment sur les sanctuaires gaulois ne sont en temps normal jamais aussi nombreuses qu'à Ribemont-sur-Ancre, et il en va de même pour les restes humains. À Gournay, par exemple, il n'y a que 75 restes d'ossements humains. On est très loin des dizaines de milliers d'ossements de Ribemont-sur-Ancre. De la même façon, les os de Gournay-sur-Aronde étaient plutôt des os isolés. Autrement dit, c'est des os qui devaient traîner à droite à gauche, qui ont été oubliés, potentiellement suite à des rituels, et qui ont fini par être relégués dans les fossés, par être jetés si vous voulez. À Ribemont-sur-Ancre, par contre, on a des squelettes en connexion anatomique, mais aussi de véritables agencements, des structures, qui ont suscité la perplexité des archéologues. À commencer par le célèbre charnier. À l'extérieur de l'enclos quadrangulaire, on trouve un amoncellement de restes humains. Bien sûr, il n'y a pas des têtes, mais il n'y a pas véritablement de corps complet. On a des parties de corps en connexion. On a des troncs, on a des bas de corps, des jambes, on a des bras, et le tout associé avec l'armement. Le charnier semble avoir été un véritable tas de cadavres. D'après le comptage des os, au moins 120 personnes ont été entassées ici. Alors certains corps sont complets, mais d'autres sont morcelés, soit parce que la décomposition a joué son office, et du coup certaines parties du corps se sont détachées, soit parce qu'il y a eu des manipulations humaines, du démembrement. C'est également vraisemblable. En tout cas, selon Jannick Ricard, la hauteur du tas de cadavres devait dépasser 1 mètre de haut lorsque les chairs étaient fraîches. Tout cela dessine un tableau pour le moins macabre, et pourtant, ça n'est pas la structure la plus emblématique du site. Donc effectivement, la structure la plus emblématique, c'est cet ossuaire dit 82, qui est composé d'une multitude d'ossements humains et d'animaux, des os longs principalement. Là où le charnier présente véritablement l'aspect d'un tas de cadavres balancés pêle-mêle, il y a dans l'ossuaire une véritable volonté d'agencer. Concrètement, les Gaulois se sont servis de bras et de jambes humains, ainsi que de quelques pattes de chevaux pour construire cette structure si particulière. Au total,
La dite structure rassemble un minimum de 200 personnes et de 40 chevaux, d'après un minutieux comptage des os. En gros, on est venu délimiter un espace carré, et on a fabriqué pour délimiter cet espace presque un muret d'os. Construit avec des os, et peut-être des os qui avaient encore un peu des chairs pour certains d'entre eux. Oui, typiquement, puisqu'on a des connexions. On a des connexions entre certains os longs, donc qui attestent que les ossements n'étaient pas secs. Il y avait encore un peu de chair, un peu de tendons, au moins des tendons. La présence d'un tel ossuaire est suspectée à chaque angle de l'enclos. Néanmoins, seul l'ossuaire nord est véritablement conservé et peut être attesté avec certitude. Et justement, ce qui a fait couler beaucoup d'encre au sujet de cet ossuaire, c'est une mystérieuse couche qui le recouvrait partiellement. En effet, quand l'archéologue Jean-Louis Cadou est arrivé sur ce niveau gaulois, il a découvert qu'une couche de cendres et d'ossements brûlés recouvrait partiellement l'ossuaire. C'est déjà assez surprenant en soi, mais en fouillant cette couche, Jean-Louis Cadou s'est aperçu qu'elle se prolongeait à l'intérieur de l'ossuaire et même dessous, dans un ancien trou de poteau. Tout ça est évidemment très étrange, mais aura son importance dans le scénario de Jean-Louis Bruno. Et justement, quel scénario ? Que s'est-il passé à Raymond-sur-Ancre ? Eh bien, pour le savoir, il faut revenir à l'événement qui semble avoir tout déclenché, notre fameux événement guerrier. Souvenez-vous, les armes, les restes humains, tout indique qu'un grand conflit a éclaté entre Gaulois au IIIe siècle. Mais entre qui et qui, précisément ? En ce qui concerne les vainqueurs d'abord, ils sont rapidement interprétés comme la population locale. Donc il s'agirait de Gaulois belges, ainsi que César nomme les peuples du nord de la Gaule. Quant aux vaincus, les décapités, il s'agit là encore de Gaulois d'après leurs armes, et il se trouve qu'on peut être plus précis. En effet, 12 pièces de monnaie en or ont été retrouvées à travers le site, et ces pièces de monnaie portent des informations intéressantes. Ces 12 pièces en or proviennent d'une seule et même tribu, d'un même secteur géographique. Ça, c'est extraordinaire. Elles ne proviennent pas d'une tribu locale. Ici, on est sur le territoire des Ambiens, et elles ne viennent pas d'ici. Elles viennent de Normandie, en tout cas du littoral normand. De savoir exactement à quel peuple elles s'attachent, c'est encore en débat, mais ça, c'est vraiment extraordinaire déjà de pouvoir savoir que ces vaincus étaient des Normands. Mais que sont venus faire ces Normands dans la Somme il y a plus de 2000 ans ? Eh bien, en mettant tous les éléments bout à bout, l'archéologue Jean-Louis Bruno reconstitue un scénario. Et voilà ce qu'il raconte. Au IIIe siècle, le peuple belge des Ambiens serait venu s'installer dans la Somme. À mesure de leur épanouissement, ces Ambiens auraient pris de l'ampleur et auraient fini par menacer le commerce d'autres Gaulois, des Gaulois installés en Armorique. En tout cas, ces Gaulois normands, armoricains, auraient tenté de repousser les Ambiens. Malheureusement pour eux, les Armoricains se seraient fait écraser. À l'issue d'une grande bataille, leurs forces auraient été complètement anéanties et leurs guerriers vaincus décapités à même le champ de bataille. C'est là, immédiatement après les combats, que les Ambiens auraient entrepris de remercier les dieux pour cette victoire. Comment ? Eh bien, en suivant une coutume mentionnée encore par Jules César 200 ans plus tard, dans la guerre des Gaules. César nous dit qu'il y a un dieu chez les Gaulois qui préside à la guerre. Il nous précise que ces Gaulois, avant de livrer bataille, font vœu qu'en cas de victoire, ils vont le remercier en lui ramenant le butin. Il précise même du butin vivant. Il parle même de sacrifice. Ainsi, pour remercier les dieux, les Ambiens de Raymond-sur-Ancre auraient bâti ceci. Au nord, l'enclos quadrangulaire aurait été conçu comme un gigantesque trophée militaire. D'abord, les cadavres d'ennemis auraient été entassés dans le charnier, considéré comme un caisson en bois, et on aurait attendu qu'ils y pourrissent. Cela fait, une fois les chairs décomposées, les Ambiens seraient venus désarticuler les squelettes de leurs ennemis vaincus pour récupérer bras et jambes et construire les ossuaires. Ces derniers, les ossuaires, ne seraient pas de simples caissons d'ossements, mais de véritables autels élevés à la gloire des dieux.
En effet, le trou béant au centre des autels aurait eu une fonction bien particulière, celle d'assurer la communication avec les dieux souterrains. C'est donc une cavité qui aurait été aménagée pour communiquer avec les dieux et pour les abreuver d'offrandes. Ces offrandes auraient consisté en l'occurrence en os de chevaux et de guerriers ennemis, cassés et brûlés. Enfin, et pour couronner le tout, des captifs auraient été amenés dans l'enceinte et sacrifiés. C'est ainsi que Jean-Louis Bruno interprète une série de squelettes plus ou moins complets, alignés du côté est de l'enceinte. Plus loin, à l'écart de cette ambiance macabre, un tout autre scénario se serait déroulé dans l'enclos circulaire. Là, une trentaine de guerriers défunts auraient été amenés, mais pas des ennemis, des camarades tombés au combat. En effet, les Zambiens auraient choisi dans leur rang des héros tombés au champ d'honneur pour leur offrir des funérailles spéciales, qu'on appelle des funérailles célestes. Le principe est assez simple, il consiste à abandonner sur place les dépouilles afin que les oiseaux charognards s'en repaissent, les oiseaux charognards étant censés amener les morts auprès des dieux. Bref, ces funérailles célestes se seraient conclues après plusieurs semaines par des sacrifices et des banquets, ne laissant des guerriers que des os blanchis et éparpillés. Voilà donc le scénario développé par Jean-Louis Bruno. Si ce scénario a été largement diffusé, il n'en comporte pas moins des failles. Et tout récemment, en 2022, une nouvelle étude a même rebattu complètement les cartes. En effet, grâce aux isotopes, les os ont parlé une seconde fois. En 2022, des analyses chimiques ont porté sur l'identité des individus de Rippemont-sur-Ancre. Et autant dire qu'il y a eu des surprises. Il y a eu une surprise. Oui, plusieurs surprises. Mais avant d'aborder cet ultime rebondissement dans l'enquête, il faut savoir que bien avant 2022, le scénario de Jean-Louis Bruno était déjà critiqué dans la communauté scientifique. Pour ne pas vous assommer de détails, voilà un aperçu de quelques points qui étaient discutés. Premièrement, la restitution des bâtiments pose question. Vu la bonne conservation des os, il est probable que le charnier et l'ossuaire aient été protégés, mais on ne sait pas comment. Aucun bâtiment n'a laissé de traces. Alors certains pensent qu'il y avait des bâtiments sur poutres qui n'ont pas vraiment marqué le sol, mais d'autres pensent plutôt à des structures légères. En fait, personne ne sait quoi restituer exactement. On n'est pas dans la possibilité d'aller plus loin dans la description de l'aménagement qui protégeait. Il y avait quand même quelque chose qui protégeait. Mais à la limite, la question de ces protections est secondaire. Les os étaient à l'abri, soit. Plus important, la chronologie du site fait débat. Plusieurs auteurs pensent en effet que le sanctuaire n'a pas été construit suite à une bataille, mais qu'il existait déjà avant l'Athènes C1b. En effet, quelques armes plus anciennes ont été retrouvées sur le site et pourraient attester d'une existence antérieure à la bataille, avec déjà quelques trophées amenés sur place. De la même façon, le sanctuaire semble avoir continué d'exister après l'épisode guerrier, puisqu'on a continué à y déposer des armes jusqu'à la conquête romaine. Visiblement, le sanctuaire et ses rites n'ont pas sombré dans l'oubli. Enfin, je termine cet aperçu des points en discussion avec l'ossuaire, qui est au centre de bien des questions. En effet, il se trouve que les 3 spécialistes du site ne sont pas d'accord sur son interprétation. Pour Jean-Louis Bruno et Gérard Fercoq du Leslet, l'ossuaire est un autel creux. Par contre, pour Jean-Louis Cadou, qui est le premier à avoir fouillé la structure, il y avait bel et bien un poteau au milieu. Donc déjà, il y a une différence de point de vue en ce qui concerne l'aspect de la structure. Mais il y a aussi une différence de point de vue en ce qui concerne les os brûlés. En effet, Jean-Louis Cadou rappelle que ces os brûlés sont peut-être simplement une partie de l'ossuaire qui a brûlé lors de son démantèlement, plus d'1 siècle après l'événement guerrier. Alors est-ce que l'ossuaire est véritablement un autel creux ou plutôt une sorte de trophée construit qui a fini par brûler? On ne sait pas. Cependant, quelque chose de très étrange a été remarqué au sujet des os qui composent la structure. En effet, dès 2014, l'anthropologue Jannick Licard, qui a repris l'étude des os, s'est aperçu de 3 éléments troublants. Premier point, les os de l'ossuaire présentent moins de lésions que d'autres ensembles du site. Par exemple le charnier, comme si cette population avait été moins exposée au combat. Deuxième élément, il y a quelques enfants dans l'ossuaire, jusqu'à 7-8 ans pour le plus jeune. C'est assez surprenant. Enfin, dernier point, certains os présentent un état de santé assez particulier. On est ici devant un fémur
qui présente la particularité d'avoir eu une fracture ouverte qui s'est ressoudée, elle n'a pas été réduite. Donc là, c'est complètement mal ressoudé. Cet homme, une fois guéri, il lui manquait 12 cm à une jambe. Dans la même veine, on a ici un fémur qui a probablement eu une fracture ouverte qui s'est infectée, surinfectée. Les percements que l'on voit ici, les sortes de pertuis, sont liés à la présence de pus et d'infections à l'intérieur de la jambe qui a presque percé l'os. Cet homme a souffert le martyre. On se pose même la question, les anthropologues se posent la question de sa capacité à pouvoir se battre, véritablement. Et ça pose vraiment une question sur le statut, le rôle de certains hommes au sein de la bataille de Rimont-sur-Ancre. Si ce ne sont pas des guerriers, qui sont-ils? Voilà une excellente question. Mais il se trouve que le mystère vient d'être élucidé. Les isotopes ont enfin fait parler les os. En 2022, des analyses isotopiques ont porté sur les os de Rimont-sur-Ancre. On peut remercier pour ça le chercheur Thibaut Clausel. Au total, ce sont 50 ossements humains qui ont été étudiés, répartis entre l'enclos circulaire, le charnier et l'ossuaire. En résulte un article auquel Gilles a participé en tant que co-auteur. Le premier point que vous avez cherché à tester, c'est l'origine de ces gens. Est-ce que ce sont vraiment des gens qui viennent de Basse-Normandie? Et le résultat, c'est que... Eh bien oui. En gros, et en passant par des marqueurs chimiques, Thibaut Clausel s'est intéressé à la signature de l'eau que buvaient ces gens. Et il considère que cette signature n'est pas locale. Ces gens venaient probablement d'ailleurs, d'un endroit proche de la côte à 350 km de distance. Une population de 350 à 400 km de ce lieu, en bordure littorale, bon, là on est quand même, on n'est pas loin de ce qu'on a déjà écrit. Ça colle très bien avec ces fameuses pièces de monnaie du coup. Exactement. Pour le coup, ça c'est une bonne surprise. Là où ça pose problème, c'est qu'on sait déterminer qu'ils viennent de Normandie, mais c'est tous les éléments qui ont été échantillonnés qui viennent du même secteur. C'est-à-dire de l'enclos quadrangulaire, mais aussi de l'enclos curviligne. Donc l'hypothèse des vaincus d'un côté, des vainqueurs de l'autre, ça marche plus. Il n'y a pas d'un côté un enclos réservé aux camarades tombés au combat et de l'autre un enclos réservé aux ennemis. Non, partout, il n'y a que des vaincus. Et ce n'est pas le seul résultat. Le régime alimentaire de ces gens a aussi révélé quelque chose d'assez surprenant. On va s'apercevoir que la population qui constitue l'ossuaire 82 et la population qui constitue le charnier, alors d'abord, on vient de le dire, proviennent du même espace géographique, mais ils ont deux régimes alimentaires différents. C'est-à-dire que les hommes qui ont constitué le charnier avec leurs armes, ils ont un régime alimentaire très fortement chargé en viande. A contrario, les hommes présents dans l'ossuaire présentent un déficit de viande, plutôt un régime constitué de céréales. Ainsi, d'après Thibaut Clausel, on aurait là deux populations différentes. D'un côté, des gens de statut élevé dans le charnier, des guerriers bien nourris, et de l'autre, des gens de statut inférieur dans l'ossuaire. À partir de ces nouvelles données, les auteurs proposent un nouveau scénario, remplaçant celui de Jean-Louis Bruno. Au IIIe siècle, une grande bataille aurait éclaté dans la Somme. Des Gaulois normands seraient venus affronter des Gaulois du Nord. Et les Gaulois du Nord auraient vaincu. C'est alors, pour célébrer la victoire, que ces Gaulois auraient entrepris de construire un sanctuaire. Bon, jusque-là, le scénario reste le même que celui de Jean-Louis Bruno, mais c'est à partir de là qu'il commence à diverger. Certes, les morts ennemis auraient été entassés dans le charnier, donc des guerriers décapités, mais ce ne sont pas ces corps qui auraient servi à construire les ossuaires après décomposition. Non, pour les ossuaires, on aurait sacrifié des prisonniers. En effet, dans cette version du scénario, la plupart des ennemis auraient survécu à la bataille. Alors bien sûr, parmi les survivants, on aurait trouvé des guerriers, mais surtout des gens de statut inférieur. Porteurs de lances, valets, écuyers, esclaves. Des gens qui n'étaient pas forcément en première ligne, voire qui ne participaient même pas au combat. En tout cas, ce sont ces gens de statut globalement inférieur qui auraient été sacrifiés et auraient fini dans les ossuaires.
Ainsi, si on remet un peu les choses à plat, ce scénario suppose des dizaines de sacrifices humains réalisés sur le site. Alors les auteurs ne se prononcent pas sur le mode de mise à mort, mais ils proposent quand même un lieu qui a pu accueillir ces cérémonies. Et d'après eux, c'est l'enclos circulaire qui serait le meilleur candidat. En effet, c'est un enclos dans lequel on a retrouvé des os portant des stigmates particuliers, comme par exemple cet os du bassin. On reconnaît un morceau de coxale. Il présente sur la surface ici qu'on appelle l'aile iliaque un certain nombre d'impacts qui sont le résultat de percements répétés à la lance. Ça invite à voir quelque chose de répété. Sur une cible qui n'est pas trop mouvante. Qui n'est pas trop mouvante. Ouais. Donc en frappant de manière répétée dans le bassin comme ça, ça exprime quelque chose peut-être qui nous échappe. L'idée d'un rituel n'est pas à écarter, d'après Yannick Ricard. En tout cas, après les sacrifices humains, ce sont les membres des prisonniers sacrifiés qui auraient servi à bâtir les ossuaires. Après quoi, les rites de la population seraient petit à petit devenus moins macabres, l'événement guerrier étant terminé. Après le phénomène purement militaire guerrier, on va retrouver des rituels qu'on peut trouver sur d'autres sites, c'est-à-dire des offrandes animales, des animaux qui ont été consommés et donc on va rejeter une part pour les dieux. Donc on revient quand même sur quelque chose qui est plus traditionnel. Quelque chose de plus traditionnel, disons de moins macabre, qui sera suivi après plusieurs générations par la transformation du site en sanctuaire romain. En tout cas, voilà ce qu'on peut raconter aujourd'hui sur Ribenon-sur-Ancre à l'époque gauloise. Il y a un nouveau scénario qui remplace celui de Jean-Louis Bruno. Mais alors, est-ce que ça y est? Est-ce que le mystère est enfin fini? Est-ce qu'on sait ce qui s'est passé à Ribenon-sur-Ancre au IIIe siècle? En somme, est-ce que le nouveau scénario est fiable? Eh bien, il n'a pas encore été discuté dans la littérature scientifique. C'est bien normal, il est tout récent, il faut attendre un petit peu pour avoir son impact. Mais, faute de pouvoir vous citer des travaux scientifiques, je vais conclure en vous donnant mon propre avis. Pas mon avis de vidéaste, mon avis d'archéologue. Voilà donc ce que je pense du site de Ribenon-sur-Ancre à l'heure actuelle. Alors un truc que je dois annoncer de but en blanc, c'est que dans ce documentaire, je me suis efforcé un petit peu de suivre le déroulé des publications scientifiques au sujet de Ribenon-sur-Ancre. Et donc, ce faisant, j'ai été forcé de mettre sous le tapis certaines hypothèses, puisqu'elles n'ont pas été discutées dans la littérature scientifique, bien qu'elles soient assez intéressantes. Donc, je vais profiter de cette tribune d'expression pour remettre les choses à plat et reprendre un peu depuis le début. Alors, à Ribenon-sur-Ancre, on a très vite compris qu'on avait une ambiance guerrière. On a des restes humains, on a des armes. Il y a eu vraisemblablement un événement guerrier à l'Athènes C1b. Par contre, ce qui pose question, c'est que les restes de cet événement guerrier ont été regroupés sur le site, mais on ne sait pas pourquoi. C'est la grande question, hein. Pourquoi avoir regroupé les restes de cet événement guerrier dans un lieu de culte? Alors évidemment, ça fait écho à la citation de Jules César, qui d'ailleurs pompe peut-être ce témoignage chez un auteur plus ancien. En tout cas, ce témoignage qui nous dit que les Gaulois regroupent les fruits d'une bataille, disons le butin, dans un lieu consacré. Donc oui, possiblement c'est un écho à cette citation, on peut tout à fait imaginer que le site soit un regroupement des ennemis vaincus et de leurs armes. Bon, c'est l'hypothèse qui a été largement développée. Mais il y a quand même une autre hypothèse qui tenait la route, c'est la piste selon laquelle ce sont les vaincus, les perdants, qui ont rassemblé leurs camarades tombés au combat. C'est tout à fait possible. On peut imaginer que le charnier, ce tas de cadavres, soit un regroupement des alliés vaincus, même s'ils ont été décapités. On les aurait regroupés dans une sorte de lieu à dimension de mémorial. Et pareil pour les ossuaires. On aurait construit ces sortes d'agencements, de boîtes d'ossements, pour regrouper un grand nombre de camarades dans un espace réduit. C'est possible. Donc au final, on a quand même deux hypothèses qui se posaient. Première hypothèse, ce sont des vainqueurs qui ont rassemblé les ennemis. Et deuxième hypothèse, ce sont les vaincus, les perdants, qui ont rassemblé leurs camarades tombés au combat. Alors cette hypothèse d'un site plutôt à dimension de mémorial,
malheureusement, n'a pas été trop discutée dans la littérature scientifique. Elle est un peu passée inaperçue. Donc il y avait seulement, à ma connaissance, l'anthropologue Henri Dudet qui en parlait, notamment en 2010, dans un article. Bon, en tout cas, elle n'a pas été trop discutée, alors qu'elle ne pouvait pas être écartée. Factuellement, les pièces de monnaie, c'était peut-être pas suffisant pour affirmer avec certitude que les corps du charnier appartenaient vraiment à des ennemis. Voilà, c'est une hypothèse qui ne pouvait pas être écartée, mais aujourd'hui, on a les isotopes. On peut effectivement dire maintenant que non, visiblement, ces gens ne sont pas des camarades, ce ne sont pas des locaux. On peut donc affirmer avec une certitude assez poussée que ce sont bien des ennemis vaincus qui ont été rassemblés dans ce lieu de culte. Ça laisse quand même une grosse question maintenant, c'est pourquoi ? Pourquoi rassembler tous ces vaincus ? Alors, est-ce que c'est pour faire du sacrifice humain ? Franchement, c'est pas impossible, de toute façon, c'est jamais impossible, mais il y en a vraiment trop peu d'éléments pour l'affirmer. Il n'y a aucune preuve de sacrifice à Ribeon-sur-Ancre. Alors, bon, que des prisonniers aient été exécutés, ça, à la limite, pourquoi pas, c'est quelque chose qu'on retrouve assez souvent en temps de guerre, notamment en ethnologie. Donc voilà, des ennemis exécutés, des ennemis torturés, pourquoi pas. Maintenant, les ennemis sacrifiés, c'est quand même une hypothèse assez coûteuse et pour ma part, je pense qu'il n'y a vraiment pas assez de preuves pour se lancer dans ces idées à l'heure actuelle. Il y a bien 2-3 vertèbres qui ont de possibles traces d'égorgement, mais de là à dire que c'est du sacrifice, on en est très loin, parce que ça peut très bien être un ennemi qui était à moitié agonisant sur le champ de bataille, qu'on est venu égorger pour récupérer sa tête. Voilà, il y a plein de scénarios possibles. Le sacrifice humain, c'est très dur à prouver, et là, en l'occurrence, je pense qu'il faut vraiment prendre cette hypothèse avec des pincettes. En ce qui concerne maintenant les ossuaires, vous l'avez compris, l'hypothèse d'un autel creux est aussi à prendre avec des pincettes. Et j'ajoute à cela qu'au niveau des rituels, il y a des choses qui nous échappent encore plus et dont je n'ai même pas parlé dans ce documentaire, voilà, par souci de concision. Par exemple, une petite zone dans laquelle on a retrouvé des os brisés à l'état frais. C'est littéralement une zone dans laquelle les Gaulois ont cassé des os de bras et de jambes humains alors qu'ils étaient frais. C'est un autre comportement dont on n'a pas d'explication. Je ferme la parenthèse sur ces rituels inconnus. Tout ça pour vous dire que ce site reste très mystérieux à l'heure actuelle. Et si je devais résumer ce qu'on peut affirmer avec certitude sur ce site aujourd'hui, ça tiendrait littéralement en 2 phrases. Premièrement, on a rassemblé des ennemis dans un lieu de culte. Premier point. Deuxième point, on a outragé ces ennemis. On les a outragés en les privant de sépulture. On a évité que les camarades viennent les récupérer pour les enterrer ou Dieu sait quel rite funéraire. On les a privés de sépulture. On les a aussi potentiellement outragés en s'acharnant sur leurs cadavres. Et enfin, on les a outragés peut-être aussi en cassant leurs os à l'état frais. Peut-être qu'il y a aussi une dimension d'outrage derrière ces os cassés à l'état frais. Voilà, en tout cas, je pense que ce sont les seules choses qu'on peut affirmer. Regroupement des ennemis dans un lieu de culte et outrage à ces ennemis. Alors je sais que c'est un peu frustrant, mais si vous suivez cette chaîne, c'est aussi parce que je pense que vous appréciez avoir la réalité scientifique telle qu'elle est. Donc voilà, moi je vous donne l'état de la recherche, même si c'est frustrant, même s'il y a plein de questions en suspens. Maintenant, c'est pas impossible que dans les années à venir, on ait plus d'informations. Pourquoi ? Parce qu'on continue aujourd'hui à fouiller des sanctuaires gaulois à restes humains, et en archéologie, c'est en accumulant les données qu'on finit par avoir des schémas qui se dégagent et qu'on finit par comprendre des choses. Prenez par exemple les Gaulois assis. Les Gaulois assis, c'est une pratique qui était encore totalement inconnue il y a 30 ans et qui aujourd'hui est bien connue grâce à l'archéologie. On a réussi au fur et à mesure des recherches à isoler seulement 2 pistes d'explication. Tout ça pour dire qu'en accumulant les données et en continuant à étudier ces sanctuaires à restes humains, peut-être en essayant de les définir précisément, bien petit à petit, il y a des chances qu'on réussisse à comprendre un petit peu mieux ce que les Gaulois y faisaient. Et peut-être que dans 20 ans, 30 ans, on aura d'autres informations qui nous permettront de comprendre un peu mieux ces pratiques. En tout cas, s'il y a bien une chose qu'on peut retenir en attendant, c'est que nos amis celtes et gaulois sont vraiment des populations dont il nous reste beaucoup à comprendre. Il n'y a que l'archéologie qui pourra nous apporter des informations.
Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. C'était vraiment pas évident de résumer un site aussi compliqué que Ribemont-sur-Ancre en une vidéo, mais voilà, je suis content d'avoir relevé le défi. Bien sûr, même si j'ai essayé d'être complet, j'ai abordé qu'une petite partie de l'histoire du site, et si vous avez envie d'en savoir plus, notamment sur sa transformation à l'époque romaine, eh bien je vous encourage vivement à visiter le centre archéologique de Ribemont-sur-Ancre. Contrairement à un musée classique où vous avez seulement des salles avec des vitrines, là vous avez vraiment accès aux salles de stockage du matériel, et ça en fait un lieu tout à fait digne de visite. Avant de finir définitivement ce documentaire, j'aimerais remercier toutes les personnes qui ont travaillé dessus parce qu'on a été une belle petite équipe. D'abord, j'aimerais remercier l'équipe du centre archéologique de Ribemont-sur-Ancre pour leur accueil. Je pense notamment à Gilles et Amélie qui ont suivi de près la réalisation de cette vidéo. Un grand merci également à Julien qui a filmé toute cette vidéo, qui nous a fait tout le setup sur le tournage. Donc un grand merci à Julien pour son travail de vidéaste. Et il reste encore quelques personnes qui ont participé à cette vidéo. Victor Rocher, illustrateur scientifique que vous connaissez déjà si vous avez vu mon dernier reportage sur les fouilles du premier château alsacien. Merci Victor pour ton travail et merci à Franck Mathieu. Franck Mathieu, c'est un ponte de l'armement celtique qui nous a beaucoup aidé à restituer les guerriers gaulois, mais également à proposer des pistes pour la scène de bataille, pour la scène de prélèvement des têtes. Voilà, il y a forcément évidemment des partis pris puisqu'on restitue des choses pour lesquelles il n'y a pas d'information, mais grâce à son œil de spécialiste, on a pu faire les illustrations les plus carrées possibles et proposer des partis pris qui tiennent la route, tout simplement. Et toujours dans le domaine du visuel, merci à l'ami Double Pouce pour le travail sur la miniature. Un graphiste très talentueux, c'est déjà lui qui avait fait la miniature sur les fouilles du premier château d'Alsace. Un grand merci pour ce travail incroyable. Enfin, un remerciement spécial à Bruno Boulestin. Bruno Boulestin, c'est un anthropologue que vous connaissez déjà si vous regardez mes vidéos, c'est un nom qui revient souvent. On a pu discuter, échanger, et j'ai pu affûter un petit peu ma propre vision du site. Donc voilà, c'était vraiment très enrichissant de pouvoir échanger avec Bruno Boulestin. Merci à lui. Et enfin, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Si vous êtes encore là, maintenant, voilà, c'est que vraiment vous avez regardé jusqu'au bout, je vous en remercie. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Je sais que je prends beaucoup de temps à faire les vidéos, mais voilà, j'essaye de faire des vidéos les plus poussées possibles. J'espère que ça vous plaît toujours. Je vous dis à très bientôt. C'était Thomas. Tchuss! Ah non, c'est top.